Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. La rencontre à l'instant de la coalition Yewwi Askan Wi et le cadre unitaire de l'islam sur la charte de non-violence. Pendant ce temps, Ousmane Sonko ne recule pas. Le leader de PASTEF déclare qu'il ne signera pas la charte. Au menu de l'actualité judiciaire, l'affaire Miss Sénégal 2020, accusée d'apologie du viol. La présidente du comité d'organisation, Amina Badiane, fait désormais l'objet d'une centaine de plaintes individuelles. C'est un collectif de femmes qui attend du parquet une réaction rapide. Des mouvements en vue dans le secteur des transports dès le mois de décembre. Un cadre unitaire a d'ailleurs été créé pour porter les revendications et ces transporteurs donnent donc un ultimatum à l'État du Sénégal. À découvrir ce soir, Koungheul, situé à 343 km de Dakar. Le département polarise plus de 300 000 habitants qui vivent principalement de l'agriculture et du tourisme. Nous y serons en fin d'édition. La coalition Yewwi Askan Wi va-t-elle adopter la charte de non-violence élaborée par le QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal? Les discussions sont toujours en cours et un peu plus tôt dans la matinée, Ousmane Sonko a donné une conférence de presse justement à propos de cette charte de non-violence. Ousmane Sonko persiste dans sa décision de ne pas signer le document. Il dit parler en son propre nom et celui de son parti PASTEF et aux promoteurs de la paix. Ousmane Sonko demande d'aller directement parler au président Macky Sall qui, à ses yeux, est le principal instigateur de la violence. Mamadou Gaye Kassé. Ousmane Sonko réitère son refus de signer la charte de non-violence. Le leader de PASTEF n'a pas attendu la position officielle de Yewwi Askan Wi dont il est membre, mais reste persuadé que ses alliés emboucheront la même trompette. À quoi servirait cette charte-là? Et ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'on nous enferme. Parce qu'une signature pour un homme de principe, une signature, ça vaut ce que ça vaut. Et quand vous signerez que demain au soir du 23, Macky Sall décide de tripatouiller les élections à Dakar ou à Ziguinchor, on va dire aux gens, vous ne pouvez pas bouger parce que vous aviez signé. C'est comme ça que ça va se passer. Demain, ce sera la même chose pour le troisième mandat. Moi, j'ai dit, et je le réitère, je ne signerai pas de charte ou de pacte de non-violence. Le candidat déclaré pour la conquête de la mairie de Ziguinchor a commencé son discours en énumérant, selon ses termes, les innombrables violences qu'ils auraient subies, sa formation politique et lui. Et l'unique responsable n'est personne d'autre à ses yeux que Macky Sall, le président de la République. Pour cette raison, il demande au cadre unitaire de l'islam de s'adresser aux coupables et non aux victimes qu'ils sont, affirme-t-il. Est-ce qu'ils assumeraient d'aller jusqu'à dénoncer publiquement s'il était établi, s'il était carrément établi que le tort incombait à Macky Sall, est-ce qu'ils accepteraient publiquement de le dire pour que le peuple soit édifié? Parce que si vous voulez jouer un rôle d'arbitre, il faut accepter de pouvoir désigner le coupable. Ousmane Sonko a aussi abordé l'actualité judiciaire très mouvementée. Loin de s'en réjouir, il qualifie le jeu des chaises musicales de mascarade. Il n'a pas mis 9 mois pour rien. Il cherchait des gens qui obéissent au droit et à l'œil. Je veux bien, certains me disent, oui, c'est un magistrat désintéressé, intègre, mais faible, qui ne peut pas dire non aux instructions. L'intégrité ne va pas avec la faiblesse. Et la faiblesse ne va pas avec l'intégrité. Ousmane Sonko a également tenu à mettre les points sur les i. Il dit ne plus accepter des pourparlers avec des soi-disant émissaires de guides religieux, mais uniquement avec les autorités en question. Enfin, le leader de PASTEF, les Patriotes, annonce la parution prochaine d'un livre sur la décentralisation au Sénégal. Retour plus que probable du poste de Premier ministre après plus de 2 ans de vacances. La question a été abordée ce mercredi en Conseil des ministres. Le projet de loi
sera introduit en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale dans les prochains jours et nous y reviendrons. Annoncé en titre du Nouveau dans le scandale présumé de Miss Sénégal 2020, une centaine de plaintes individuelles a été déposée aujourd'hui au tribunal contre Amina Badiane. La présidente du comité d'organisation du concours Miss Sénégal est accusée d'apologie du viol. Les détails, c'est avec Pape Madjaratessar. Plusieurs femmes aidées par les membres du collectif ont rempli leurs plaintes avant de se diriger vers l'intérieur du tribunal de Dakar. Plus d'une centaine ont porté plainte contre la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal pour ses propos jugés outrageants. Et nous avons été vraiment très ravis de voir que les femmes sont venues individuellement déposer leurs plaintes. Et ce qui veut dire que nous, de manière très collective, nous avons décidé de joindre nos voix et je dirais nos mains. Ces femmes ont reçu le soutien de plusieurs hommes. Ces derniers se disent concernés par le combat. Oui, c'est très bien de soutenir les femmes parce que le viol, ce ne sont pas seulement les femmes qu'on viole. Il y a des hommes qui ont été violés et puis en tant qu'homme, tu peux avoir une sœur ou bien même des enfants qui vont subir le viol. Donc on doit soutenir et lutter contre le viol en tant qu'homme. Malgré leur colère, ces femmes ne remettent pas en cause l'organisation du concours Miss Sénégal. On demande à ce que la licence soit retirée et qu'elle soit confiée à d'autres personnes de bonne moralité, qui sauront quoi faire et qui sauront comment encadrer nos sœurs et nos filles qui sont des candidates pour cette élection. C'est la seule chose que nous demandons. Ce collectif de femmes souhaite que le procureur de la République prenne en charge ce dossier dans les 48 heures. Il réclame justice pour Fatima Dione, victime présumée de viol, dans les coulisses de l'événement. Non à l'apologie du viol. 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 Également dans l'actualité judiciaire, le patron de Wari Kabiru Mboti a été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme. L'homme d'affaires devra également verser 5 milliards de francs CFA à ses anciens associés fondateurs de Wari. Voici l'avocat des plaignants, Maître Seydou Diagne. Le tribunal a reconnu notre adversaire Kabiru Mboti coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme et à une réparation de 5 milliards de francs CFA à payer à M. Malik Fall, Séni Kamara et Cheikh Tagué qui sont les associés, actionnaires, fondateurs, cofondateurs de Wari. 5 milliards de dommages-intérêts aux personnes avec qui il a constitué et fondé la société Wari. Orange Money a baissé ses tarifs, c'est de bonne guerre, les consommateurs apprécient, mais les prestataires sont moins enthousiastes puisqu'ils craignent des répercussions négatives sur leurs frais de commission. De plus, ils reprochent à l'opérateur de toujours prendre des décisions sans les consulter. Par Madjaratessa. Difficile d'amener les distributeurs à parler de la baisse des tarifs d'Orange Money. La plupart d'entre eux disent ne pas être au courant de la baisse des tarifs. Ce n'est pas le cas d'Aliou Top. Ce boutiquier allie les transactions à son commerce. Il est au courant de cette nouvelle baisse, mais ignore encore si cela va se répercuter sur ses commissions. Ces nouvelles baisses, nous n'en savons pas encore grand-chose. La dernière fois qu'ils ont baissé les tarifs, il n'y avait pas trop d'impact sur notre business. Nous attendons les commissions pour en avoir le cœur net. Cette baisse des tarifs d'Orange Money n'est pas du goût du boutiquier. Il décrit des décisions unilatérales. Orange Money n'avise personne. Il ne communique pas avec les distributeurs. L'opérateur se réveille un bon matin et décide de baisser ou d'augmenter ses tarifs. C'est après que nos distributeurs comprennent ce qui s'est passé. Abdou Kamara, lui, est un client des services de transaction. Il opte toujours pour les tarifs moins chers. Orange Money a réduit ses tarifs sur les transactions, 0,8% sur les frais d'envoi, 0%
sur les frais de retrait. Chez distributeurs et clients, cette nouvelle démarche peut constituer un couteau à double tranchant. Merci beaucoup Mamadou Dieng pour ce reportage. Les transporteurs du Sénégal ont décidé d'unir leurs forces. Un cadre unitaire a donc été mis en place et ces transporteurs envisagent de décréter une grève générale dès le début du mois de décembre. Direction Touba, retrouvez Goranaklo et Tchernofaï. Le cadre unitaire des transporteurs du Sénégal en visite à Touba pour sensibiliser davantage les chauffeurs et transporteurs de la cité sainte sur la situation du secteur du transport. Selon le porte-parole du cadre unitaire des transporteurs, le secteur du transport interurbain sera paralysé du 1er au 2 décembre prochain. Depuis le 30 septembre, le 30 octobre jusqu'à ce moment, donc il n'y a pas de réaction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire le tour du Sénégal, de prendre aussi les doléances de tous nos camarades qui sont dans les régions et vraiment aller en grève pour vraiment se faire écouter par l'État, aller en table de discussion et cette fois-ci, comme par les autres des discussions concrètes, écrites sur table. Sinon, je crois que le mot ne sera pas le bien. Parmi les revendications figurent les tracasseries policières, la concurrence déloyale, entre autres points, si l'on en croit le porte-parole du cadre unitaire des transporteurs du Sénégal. La concurrence déloyale. Dans ce pays maintenant, c'est plus la peine d'avoir un régulier. Il suffit simplement d'avoir une voiture particulière que tu fais le transport de moi. Donc, dans quel pays sommes-nous que l'État en personne nous avait confié au ministère agricole, nous présentant 423 bus, lesquels ont été remis à un transporteur qui s'appelle Mohamed Gaïto. Ces bus étaient destinés à renouveler le bac. Mais maintenant, à notre grande surprise, ces bus sont revenus dans le bac de la public. Maintenant, il y a une ligne qui est créée qui s'appelle Sénégal. Ainsi, les membres du cadre unitaire des transporteurs du Sénégal entendent poursuivre leur mot d'ordre de grève s'ils n'obtiennent pas gain de cause. On a dit que le premier et le deux, mais si vous voyez, c'est le premier et le deux renouvelable, on a vu que c'est renouvelable. Donc si par exemple on n'a pas satisfaction, on peut continuer sur la vie. 10, parce qu'au temps du corona, on était resté bloqué pendant nos gares routières pendant 3 mois. Et on continue à vivre. Donc pourquoi ne pas aller pendant 18 jours pour réellement acquérir notre liberté. Après le sud du pays, le cadre unitaire des transporteurs du Sénégal poursuit sa tournée et en 8, l'État du Sénégal a donné plus de crédit le secteur du transport. Des mouvements sont également en vue dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'intersyndicale des travailleurs menace également d'aller en grève. Un préavis a d'ailleurs été déposé et leurs revendications tournent essentiellement autour de 6 points, nous dit Ndaye Mariam Ndiaye. Des foyers perturbés ou pire encore disloqués. Ces travailleurs du ministère des Pêches et de l'économie maritime n'en peuvent plus de cette situation sociale désastreuse selon leurs termes. Nous avons déjà donné un préavis qui court et qui finira le 9 décembre prochain. Notre précédente bataille, effectivement en haut lieu, il a été discuté et jugé que jusqu'à présent nous n'avons pas bloqué l'économie de la pêche. Et pour cette fois, je dis encore une fois, je promets que nous allons bloquer l'économie de la pêche si on ne parle pas de nous. Des brassards rouges pour montrer leur ras-le-bol, les membres de l'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal attendent depuis 2019, disent-ils, la réaction de la tutelle face à leurs doléances, un mutisme qu'ils ne sont plus en mesure de subir. Ce ministre qui est là aujourd'hui, il a fait moins que ses prédécesseurs. Moins que ses prédécesseurs parce que on a écrit et demandé une audience qu'on a renouvelée une seconde fois sans réponse. Et aujourd'hui, on se rend compte sur quoi? L'élevage, l'agriculture ont déjà des débuts de solutions parce que, convoqués à réunion, ils ont commencé à travailler sur des décrets pour régler leur situation. Mais chez nous, c'est un statu quo, un mutisme total. Nous nous sommes dit que c'est le temps de se lever et de se battre. Ils peuvent compter sur le soutien de la CNTS. Le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale a conduit la conférence. Moussa Sow leur demande de faire la part des choses entre l'action syndicale et la politique. C'est le temps aujourd'hui que l'ensemble de la classe ouvrière sénégalaise se retrouve autour d'une table pour essayer de retrousser les manches pour pouvoir défendre leurs revendications. Parce que la politique nous a étranglés, parce que les gens maintenant oublient l'action syndicale qu'on est en train de mélanger avec la politique.
L'intersyndicale demande au gouvernement de prendre au sérieux ses revendications. La plateforme tourne autour de 6 points, dont le recrutement massif des sortants du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture et de l'Institut universitaire de pêche et de l'aquaculture. Une note positive à présent. Après plusieurs mois de tension, un accord a finalement été trouvé entre la direction de l'hôpital de Mbour et le service de radiologie Polymed. La convention de partenariat sera donc révisée dans au moins 15 jours et les syndicalistes ont aussi suspendu leurs actions de revendication. Et nous allons là-dessus écouter le docteur Mohamed Khoudouz Maba de l'hôpital de Mbour. Cette rencontre convoquée et présidée par le directeur de cabinet de M. le ministre, a trouvé son épilogue par une proposition de révision complète de la convention EPS 1 Mbour Polymed. Cette révision inclut la possibilité de session complète de Polymed à l'hôpital de Mbour. Les travaux techniques par rapport à cette révision doivent se tenir dans un délai de 3 semaines à compter du lundi 22 novembre 2021. Ces 3 semaines représentent le délai durant lequel l'intersyndicale 3S a accepté, après insistance du directeur de cabinet, de suspendre temporairement les actions syndicales tout en participant aux différents travaux de révision et en veillant au grain. Fort de tout cela, les 3S suspendent la marche initialement prévue pour ce mardi et lèvent temporairement le mot d'ordre de grève pour les 3 semaines à venir et exigent le paiement des 3 mois d'arriérés de motivation et d'indemnité au plus tard le mardi 30 novembre 2021. Toute autre chose maintenant, rendez-vous, la campagne de commercialisation de l'arachide démarre demain. Le ministère du Commerce appelle les acteurs à respecter le dispositif réglementaire mis en place. Les exportateurs ont sollicité l'appui de l'État pour une baisse de la taxe vu le coût élevé du fret. Les détails, c'est avec Babacar Seck. Les acteurs de la filière arachide et le ministère du Commerce se sont réunis pour préparer la campagne de commercialisation 2021-2022. Pour une bonne campagne, le respect de la réglementation sur les points de collecte est un impératif. Et nous disons que la réglementation a mis en place des points de collecte, c'est-à-dire les opérateurs doivent collecter l'arachide à partir des points de collecte. Donc aujourd'hui, même si nous comprenons les difficultés rencontrées par les différents acteurs, il sera très difficile pour nous de faire fi de cette réglementation, d'autant plus que certains acteurs disposent de points de collecte agréés par le Sénat. Mais nous restons ouverts quant à des discussions sur comment améliorer le dispositif mis en place, surtout pour mieux prendre en charge la commercialisation l'année prochaine. Chez les exportateurs, l'inquiétude se situe au niveau du coût du fret qui a triplé à cause de la crise sanitaire. Ils sollicitent l'État pour que les taxes soient revues à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés vraiment pour être compétitif. On n'a pas encore signé de contrat par rapport à nos clients parce que le prix étant renouvelé, étant confirmé à 250 comme l'année dernière, mais le coût du fret de l'année dernière aujourd'hui est passé du simple au triple. C'est-à-dire que l'année dernière, on payait 500 à 600 $. Aujourd'hui, on est à peu près à 1400 $ un conteneur. Et que la taxe aussi demeure. Ça veut dire que nous, cumuler tout cela, on ne peut pas compétir sur le marché international. C'est pour cela que nous appelons le gouvernement, surtout le président de la République, à revoir la taxe et à suspendre la taxe jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que le marché puisse supporter cela. La campagne de commercialisation de l'arachide va démarrer ce jeudi 24 novembre et sera suivie d'une réunion du cadre national de commercialisation des produits agricoles avec la participation des gouverneurs de région. L'histoire nous apprend qu'au XVIIIe siècle, Thierno Souleymane Baal a mené la plus grande révolution du Fouta. Nous parlons bien de la révolution Torodo. L'association Thierno Souleymane a tenu hier la 245e édition de son colloque international sur cet événement historique. Le compte-rendu est signé Abdou Khadim Thiam. Procéder à la numérisation des écrits et enseignements de Thierno Souleymane Baal, le leitmotiv du colloque international sur la révolution Torodo de 1776. L'association Thierno Souleymane Baal en fait sa priorité. Elle est relativement passée sous silence dans notre système éducatif
On ne peut pas apprendre quelque chose de Thierno Souleymane Baal et de la révolution du Fouta dans notre système éducatif du primaire jusqu'à l'université, ce qui est une lacune que l'association veut contribuer à combler. Le général Ousmane Kane plaide pour que cette révolution soit enseignée dans les écoles. C'est justement un des objectifs de notre association, c'est d'abord de sauvegarder ces manuscrits précieux qui sont, comme j'ai dit, conservés dans des conditions précaires, qui ne respectent pas les normes donc, de conservation, mais qui ont survécu malgré tout. Et donc il s'agira d'édifier un mémorial qui nous permette de recueillir auprès des grandes familles tous ces manuels, tous ces manuscrits, ces documents qui sont gardés. La jeune génération doit pleinement profiter de l'œuvre de Thierno Souleymane Baal. C'est l'avis de Mansour Ndione, étudiant au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui doit prendre ses responsabilités, savoir non seulement qu'en Afrique, nous avons des références, des idoles, mais aussi la capacité de se révolter s'il est temps, la capacité de prendre la défense de sa population s'il est temps aussi. Au cours de ce colloque, des manuscrits ont été exposés pour permettre aux Sénégalais de mieux connaître l'histoire du Sénégal. Thierno Souleymane Baal est un chef de guerre du XVIIIe siècle qui a mené le Fouta vers un nouveau cadre politique, démocratique et religieux. Quelques notes de sport à présent. Le ministre des Sports, Matar Ba, a reçu l'équipe des malentendants qui a gagné la Coupe d'Afrique. C'était une cérémonie de distinction et le coach estime que ces jeunes peuvent maintenant intégrer les équipes nationales du Sénégal et les clubs. Abdou Azizien annonce un tournoi pour donner la chance à d'autres jeunes talents. On l'écoute. Parce que vous savez qu'il y a une certaine marginalisation donc, au niveau donc, du football sénégalais, voire même au niveau mondial. Parce que ces jeunes footballeurs malentendants que vous voyez, vraiment donc, méritent vraiment d'être considérés. Pourquoi pas ne pas donc, les intégrer donc, dans les équipes dans les clubs, dans les équipes nationales, parce que donc il y a vraiment donc, du talent. Donc, et puis bon, nous, notre objectif, c'était tout simplement donc, d'éveiller un tout petit peu les autorités qui s'occupent d'abord du football national, pour vraiment donc d'avoir une réflexion donc par rapport donc à ce cible-là. Bon, en tout cas, nous sommes en train de le préparer, comme tout bon responsable, nous sommes en train de le préparer. D'ailleurs même, nous envisageons peut-être pour renforcer l'équipe, organiser un tournoi national, peut-être qui va débuter à partir du 12 décembre, du 12 au 26 décembre. Ça aussi, c'est pour donc ouvrir les portes, donc aussi à d'autres jeunes sourds, vraiment donc pouvoir venir donc s'intégrer dans l'équipe. Voilà. Et nous restons sur cette cérémonie de distinction. La Coupe d'Afrique des Nations va coïncider avec les élections locales en janvier prochain. Le ministre des Sports, Matar Ba, rassure les uns et les autres. Il y aura bien un équilibre entre ces deux événements majeurs. Je vous propose de l'écouter. Pas dans l'embarras, c'est des missions, c'est des responsabilités à assumer. Nous sommes au XXIe siècle. On n'est plus au moment où on est obligé d'être physiquement présent. Cela veut dire qu'on sera au Sénégal, mais on sera aussi au Cameroun. Et dans une organisation, je pense que le manager est là, mais il n'est pas indispensable sa présence physique. Il peut manager, se faire représenter au besoin, parce que ce n'est pas au moment du démarrage de la Coupe d'Afrique que des actes seront posés. Nous sommes dans l'anticipation. Nous allons régler la machine et faire démarrer cette machine-là. Et le reste, c'est être là, surveiller, galvaniser les troupes. Et ça ne nécessite pas une présence permanente du ministre des Sports. Mais ça ne peut pas manquer. On sera au Sénégal et on sera au Cameroun, Inch'Allah. Un coup dur pour l'équipe nationale du Sénégal qui prépare cette CAN au Cameroun. Crépin Diatta ne sera pas de la partie. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés après sa blessure vendredi dernier en championnat contre Lille. Sa rééducation pourrait durer 6 mois. Or, la CAN est prévue dans exactement 46 jours. La suite du journal.
à la découverte du département de Koungheul qui regorge d'énormes potentialités comme l'agriculture et le tourisme. Cependant, la capitale du Bambouk, qui polarise plus de 300 000 habitants, est confrontée à un manque d'infrastructures, notamment de routes et d'électricité qui constituent un handicap pour son développement. Le reportage est signé Adam Assar. De par sa position géographique, le département de Koungheul regorge d'énormes potentialités. Hormis le secteur agricole, le brassage culturel est aussi un atout pour la capitale du Bambouk. Vous le savez, nous sommes dans un département très agricole, une ville qui a une allure rurale, localité, et nous vivons ensemble avec ces atouts qui nous viennent de l'agriculture, mais aussi surtout de la culture. Et comme vous le savez, Koungheul était une destination compte tenu du potentiel agricole de l'époque. Beaucoup d'ethnies et beaucoup d'étrangers venant d'ailleurs, l'intérieur du Sénégal, elles ont maintenu leur culture et leur tradition depuis plus de 50, 60, voire 80 ans. À cela s'ajoutent d'importants sites historiques qui peuvent développer le tourisme local. Koungheul, évidemment, c'est une partie dans le Niani, et qui connaît Niani aussi à l'histoire de Niani dans le Mak Koulibantang, qui impacte évidemment Koungheul. Beaucoup de localités historiques entourent aujourd'hui Koungheul, où évidemment il faut réhabiliter les sites et les sièges des anciens rois et dignitaires, et pour au moins permettre d'avoir un circuit touristique. Cependant, le climat et le manque d'infrastructures constituent un handicap pour son développement. Sur le plan climat, effectivement, nous vivons le climat chaud et sec. Et quand même de fin mars, avril, mai, juin, il fait vraiment difficile d'accueillir des gens dans cette localité parce qu'il fait très chaud. La chose, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures routières, surtout les axes qui nous mènent vers la Gambie et qui vont aussi vers le nord. L'autre contrainte, c'est l'électricité. C'est vrai, nous avons un réseau très intéressant, mais nous sommes branchés sur la ligne de Cône qui va vers là. Donc il y a eu beaucoup de petits branchements additionnels qui se sont connectés à ces réseaux. Ce n'est pas parce que le réseau n'est pas puissant, mais les risques de coupure deviennent donc aussitôt très élevés. Je pense que les techniciens savent très bien ce que je suis en train de dire. La population du département de Koungheul est estimée à plus de 300 000 habitants. Fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information à retenir, le retour plus que probable du poste de Premier ministre après plus de 2 ans de vacances. La question a été abordée aujourd'hui en Conseil des ministres. À noter également que le projet de loi sera introduit en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45.